Revenez un peu, M. Fall, sur les institutions. Est-ce que vous opteriez pour un régime parlementaire? Parce que dans votre déclaration liminaire, vous avez dit que vous faisiez sienne des déclarations des assises nationales. Je crois que je suis très clair. Le système politique dans lequel les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont à la fois séparés et équilibrés, c'est le système parlementaire. J'ai clairement dit dans ma déclaration de candidature et en m'adossant aux conclusions des assises nationales que pour moi, le système le plus indiqué est le régime parlementaire. Oui, mais M. Fall, tout le monde, vous êtes juriste, vous avez été doyen à la faculté de droit de Dakar. Vous savez très bien que le système parlementaire tel que nous le connaissons dans l'espace francophone, qui est héritier des systèmes politiques français, notamment de la 4e République. On connaît la crise des institutions en France qui a conduit à l'avènement de la 5e République, qui est un régime présidentiel. Est-ce que vous ne pensez pas, et on a vu le cas de figure du Niger qui avait opté pour un régime parlementaire, à l'arrivée, on a vu un bras de fer institutionnel entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale qui a conduit au coup d'État du général Baré Maïné Sara. Alors aujourd'hui, juste pour corriger l'hyper-présidentialisme du régime du président Wade, si on opte pour le régime parlementaire, est-ce que le même cas de figure ne risque pas de se passer au Sénégal? Mais nous parlons d'institutions et nous parlons d'hommes. Parlons d'abord de l'institution parlementaire. Il est évident qu'aucun système n'est absolument bon ou absolument mauvais. Et le système parlementaire n'échappe pas à ce jugement. Il y a des dérives et il faut se prémunir contre les dérives. Parmi ces dérives, il y a d'abord ce qu'on appelle le régime d'assemblée, c'est-à-dire un régime dans lequel l'hypertrophie des pouvoirs que nous constatons actuellement dans le régime présidentiel au profit du président est transférée au profit de l'Assemblée. Deuxièmement, il y a des régimes parlementaires d'une instabilité chronique, comme la 4e République. Pourquoi? Parce que le système qui préside à l'élection des députés est fait de telle manière, ce mode de scrutin, qu'il favorise l'éclatement de la représentation nationale. On est actuellement à 168 partis. Cas de figure, si on se retrouve dans un système où à l'Assemblée nationale, il y a ne serait-ce que 80 partis politiques pour prendre la moitié du nombre de partis que nous avons, il est évident qu'on ne peut pas gouverner le pays. Parce que la représentation nationale sera tellement éclatée qu'il n'y aura aucune majorité susceptible de se dégager au niveau de l'Assemblée. Donc ça, c'est une dérive. Il y a d'autres dérives dont il faut se prémunir en matière de système politique. Croyez bien que, modestement, le professeur de droit constitutionnel que je suis est bien armé pour éviter à notre pays de telles dérives. Oui. Monsieur Fall, les Sénégalais qui nous regardent aujourd'hui sont dans une situation difficile. Il y a la crise énergétique, il y a la cherté de la vie. Aujourd'hui, Monsieur Fall, vous avez fait le diagnostic de ce problème de la crise qui secoue les Sénégalais. Si vous êtes élu, que proposez-vous aux Sénégalais en termes d'emploi, de lutte contre le chômage et de la baisse de la cherté de la vie? Vous savez, la crise de l'énergie qui nous frappe actuellement et à laquelle vous avez commencé par faire allusion est une crise, à mon avis, qui illustre trois choses.
Premièrement, le manque de vision. Pourquoi un manque de vision? Elle est là depuis plus de 10 ans. Si véritablement on avait une vision, on aurait mis en œuvre des politiques, des programmes, des projets susceptibles de faire face à cette situation et de la régler. Justement, moi j'aimerais bien savoir quelle est la vision que vous avez par rapport à ce secteur bien précis et comment vous allez le régler. Laissez-moi d'abord faire le diagnostic, puisque vous m'avez posé la question. Manque de vision. Deuxièmement, il y a une crise de trésorerie qui plombe le fonctionnement de l'institution chargée d'assurer la régularité de notre approvisionnement en énergie. Cette crise de trésorerie, elle est en partie liée à des dépenses de prestige de plusieurs dizaines de milliards qui sont consacrées à des choses qui ne sont pas prioritaires pour les populations par rapport à la nécessité d'avoir de l'électricité. Le gouvernement propose le plan Takal, par exemple. Et je crois qu'en ce qui concerne ces dépenses d'énergie, on les voit partout, sous la forme d'infrastructures, sous la forme de gaspillage des ressources de la nation et sous des formes diverses. Troisième élément, dans cette crise de l'énergie, est-ce qu'on entend vraiment l'expertise nationale? J'ai l'impression, et je ne suis pas le seul, que l'expertise nationale dont nous disposons est littéralement marginalisée. Les gens se réveillent, se réunissent dans des cadres presque informels, prennent des décisions et comme ça viennent vendre des plans dont on sait dès le départ qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Le plan Takal n'est pas le premier plan. Il y en a eu d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et je crois que le plan Takal est devenu le plan Rui Kamek. Donc voilà le diagnostic. Et comment maintenant, en ce qui concerne les solutions, la première solution, c'est de réunir la grande expertise nationale dont nous disposons et d'en faire le meilleur usage. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui connaissent très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Il faudra donc avoir une sorte d'assise de l'énergie. Deuxièmement, il y a un paradoxe. Comme je l'ai souligné, les pays nordiques de l'Europe qui ont un ensoleillement d'à peine 6 mois dans l'année et avec des jours beaucoup plus courts que nous, ont recours à l'énergie solaire. Nous sommes généreusement dotés par la nature en énergie solaire, puisque 365 jours sur 365 jours, nous avons la lumière solaire. Il convient donc d'utiliser cette énergie solaire pour faire face à la crise. Troisièmement, il y a un problème important qui est que ce que nous avons, nous puissions l'utiliser à son maximum de rendement. Or, combien de fois des centrales électriques tombent en panne, nous sommes obligés, au lieu de consacrer ce qu'il faut en temps et en argent pour les réparer,
au lieu d'avoir une politique efficace dans ce domaine, on fait des tâtonnements. Aujourd'hui, c'est GTI, demain, c'est tel autre, et de fil en aiguille, on se retrouve dans la même situation. Je crois qu'une bonne politique exige un entretien régulier et continu de nos infrastructures. Voilà déjà 3 réponses et je m'arrête là parce que je ne veux pas dévoiler tout mon plan. Nous sommes plusieurs candidats à l'élection présidentielle et vous me permettrez quand même de ne pas dérouler toute... Oui, mais sans dévoiler toutes vos batteries, comme on dit de manière plus triviale, si vous étiez élu, quelles sont les mesures d'urgence que vous prendriez? Sans dévoiler, une fois de plus, toutes vos cartes. Mais quelles sont les mesures salutaires ou d'urgence que vous prendriez une fois que vous seriez élu? Bon, je pense d'abord qu'il m'est difficile, véritablement, d'aller dans les détails d'une campagne électorale. Nous sommes à je ne sais combien de mois de la campagne électorale. Ne m'obligez pas à dévoiler ici toutes les solutions médiates ou immédiates que je veux mettre en application. Je vous ai donné un avant-goût de ce que j'envisage de faire à travers ces 3 mesures. Je pense que cela devrait vous suffire. Oui, mais y a une je me permettrai, le moment venu, d'aller plus loin. Mais il y a une question importante qui préoccupe tous les Sénégalais, toute la nation, c'est la Casamance. Depuis plus de 32 ans, mais sinon plus, le conflit est là. On n'arrive pas à le régler. Hier, il y a eu des jeunes de la Casamance qui sont réunis, qui disent que l'État n'a pas la volonté de régler cette question. Vous êtes connu comme étant quelqu'un quand même qui a beaucoup travaillé dans le règlement des conflits en Afrique, un peu partout dans le monde. Quelle est votre solution pour régler ce problème de la Casamance? Encore une fois, le temps des messies est passé. Je n'ai pas la prétention, à moi seul, de régler le conflit de la Casamance. Par contre, je crois très sincèrement qu'il faut mettre ce conflit dans une perspective. Cette perspective, c'est de tirer les leçons de l'échec des approches de solutions qui ont été appliquées jusqu'à présent. Deuxièmement, parmi ces échecs, il y a incontestablement le manque de volonté politique claire, précise et constante. Y compris quand vous étiez aux affaires? Moi, j'ai été ministre des Affaires étrangères. Je ne me suis pas occupé des affaires intérieures. Oui, quand je dis quand vous étiez aux affaires, je veux dire quand vous étiez ministre sous Abdou Diouf. Vous avez ce que je dis s'applique à l'ensemble du conflit sur le plan historique. C'est-à-dire depuis son éclatement après le départ de Senghor jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela inclut la période de la présidence d'Abdou Diouf et cela inclut la période de la présidence d'Abdoulaye Wade. Il faut être très clair. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont on a abordé ce conflit. Le manque de volonté politique, pourquoi? Un conflit comme celui-là, il ne peut pas être réglé par la force, sauf si toutes les autres solutions de manière pacifique ont échoué.